Donc, bonjour à toutes et tous. On est ravis de vous accueillir pour parler d'un sujet qui nous est cher, en tout cas cher aux trois entités qui sont autour de la table. On va vous parler de l'intitulé qui est tracer l'électricité au pas horaire. Donc derrière, il y a l'enjeu des garanties d'origine, mais surtout pour accélérer la décarbonation via tout ce qui est la question de l'achat d'énergie au sens large. Les offres peuvent être vues à différents endroits. Alors, pour en parler aujourd'hui, on a trois personnes. Alors, moi-même, Alexandre, je travaille chez Carbone 4, un cabinet de conseil spécialisé dans les enjeux énergie, climat, mais maintenant un peu biodive, ressources, on fait un peu d'eau. Donc, prendre ces dimensions-là et les mettre au cœur des stratégies des entreprises, en fait. Donc là, on a vraiment une vision du sujet, mais vue fournisseur d'énergie, mais aussi consommateur. C'est pour ça que ça nous anime, en tout cas, d'en parler. Et je vais laisser Kylian et Bruno se présenter. Merci Alexandre, bonjour tout le monde. Donc moi c'est Killian Daly, je suis directeur général d'EnergyTag, qui est un ONG focalisé sur la mise à jour et la modernisation de la comptabilité CO2 donc, pour l'électricité et du coup les achats d'électricité aussi pour les rendre un peu plus crédibles et faciliter le stockage et la flexibilité qui sont prioritaires aujourd'hui pour la transition énergétique. Moi, je suis basé à Bruxelles personnellement, mais on a aussi des équipes aux US et en Inde. Donc, on est focalisé sur ce sujet globalement. Dans le passé, j'ai travaillé comme acheteur d'électricité chez Air Liquide à Paris. Du coup, ravi de présenter ce lancement du papier aujourd'hui. Bruno? Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Bruno. Je suis le cofondateur d'une startup qui s'appelle Granular Energy. On fournit des solutions logicielles aux fournisseurs d'électricité pour les aider à gérer leurs certificats, leurs garanties d'origine, et les aider aussi à lancer des offres innovantes qui comportent du matching horaire. On est actif dans toute l'Europe de l'Ouest, avec une majorité de clients pour l'instant au Royaume-Uni, mais d'autres un petit peu partout dans le reste de l'Europe, et aussi aux États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande. Super. Merci Bruno et Kylian. On va se lancer. Avant de se lancer dans le dur du sujet, on va se redonner un peu le cadre. Donc, on a le début. On va présenter globalement ce qu'il y a au cœur de notre paper. On va reprendre les trois grands blocs, à savoir le contexte, les limites un peu du système actuel et les bénéfices du passage horaire. La question de l'évolution du cadre qui est en train de bouger à certains niveaux, notamment côté réglementaire, le partage de nos recommandations dans ce second temps, et puis on fera avec Bruno un petit zoom sur le cas du UK. C'est intéressant un peu de concrétiser ou d'illustrer finalement le propos qui est un peu théorique en amont. Donc ça, on va vous partager en tout cas la synthèse du paper. Derrière, on enchaînera avec une séance de questions et réponses. La manière de nous organiser dans Zoom, c'est de passer dans la section Q&A. Il y a une section spécifique dans laquelle vous pouvez vraiment poser les questions, ce qui permet de les gérer de façon plus facile pour nous en tout cas. On regardera bien évidemment dans le chat s'il y a des gens qui mettent des choses, mais voilà. Et l'idée, c'est de les prendre à la fin, sauf exception. On répondra d'ailleurs peut-être probablement par écrit en asynchrone. Voilà, c'est parti. Alors, on commence par le début du début. On ne va pas reprendre tous les concepts, mais en tout cas, il y en a un qui est le point d'ancrage, qui est cette fameuse garantie d'origine. Alors, elle est souvent verte, mais on pourrait ne pas la colorer. En tout cas, le principe, c'est que c'est un certificat qui atteste qu'il y a une quantité d'électricité qui a été produite et injectée sur le réseau. Alors là, de l'Union européenne, ça peut être plus restreint, mais en tout cas, voilà. L'idée, c'est qu'il y a un certificat qui dit qu'il y a eu une production à un moment donné sur une zone donnée. On va bien évidemment s'intéresser au cas français. Et on arrive sur des situations qui sont parfois un peu limitantes. Typiquement, ce qui peut arriver, et ce qui est quand même la majorité des cas, alors ce n'est pas forcément la France et l'Autriche, mais je vais rentrer dans l'exemple de gauche. Globalement, ce qui peut se passer, c'est qu'à midi, le 5 octobre, on peut avoir une installation solaire qui va produire, qui va du coup générer de l'électricité qui va être injectée sur le réseau et consommée à ce moment-là par quelqu'un, qui ne nous intéresse pas ici, mais qui va aussi générer un certificat. Donc, il y a vraiment deux marchés. Il y a du coup ce certificat, la fameuse garantie d'origine qui arrive et qui va aller dans un registre. Par ailleurs, le 18 octobre, donc quand même quelques semaines après, à 23 heures, donc là en pleine nuit, on va avoir un consommateur qui va avoir besoin d'électricité, qui va avoir du coup un fournisseur qui va garantir qu'il arrive à sourcer cette électricité-là. Et ce consommateur a envie d'avoir de l'électricité verte. Et pour cela, le fournisseur va venir ajouter à sa consommation électrique physique ce certificat de cette centrale solaire, par exemple, pour lui garantir qu'il y a bien eu production
d'électricité renouvelable. Vous voyez qu'ici, il y a un petit problème parce qu'on n'est pas nécessairement dans la même géographie. Donc, bien évidemment qu'on est sur une plaque européenne, mais il y a potentiellement l'interconnexion qui peut être saturée. Il y a aussi la question surtout horaire dans le fait que la production ne se passe pas au même moment. Et il y a quand même aussi un effet supplémentaire, c'est qu'il y a un effet comptable, on va y revenir, mais en tout cas, le client fait comme s'il avait consommé de l'électricité verte et comme s'il comptait du coup zéro émission ou peu d'émissions associées à cette production-là. Une méthodologie plus rigoureuse, donc là c'est plus pour illustrer le propos de cette cohérence spatio-temporelle qu'on essaye de mettre en avant. Si on avait une envie de sourcer et surtout d'avoir de la rigueur dans l'approvisionnement en énergie verte, là, globalement, il faudrait avoir une production au moment et au lieu de consommation. Donc, dans le cas français, on pourrait avoir une éolienne à 23 h le 18 octobre qui fournirait la bonne quantité d'électricité pour le consommateur associé. C'est une illustration, bien évidemment, c'est un système électrique qu'il y a derrière, donc on ne faudra pas réfléchir en silo, mais en tout cas, vous voyez que ça rend le cadre plus robuste. Et ici, on est sur du coup des garanties d'origine qui pourraient être faites à un pas horaire, semi-horaire dans ce lien direct qu'on pourrait voir. Alors, au-delà de cette méthodologie plus rigoureuse, je l'ai déjà évoqué, c'est la question de la comptabilité aussi. Si on reprend le cas un peu d'ailleurs de la France et de la production qui était faite en Autriche, imaginez que vous avez un consommateur, une industrie, une entreprise qui consomme de l'électricité dans le bandeau avec des vagues là, qui est un peu en vert turquoise. Ça, c'est sa consommation réelle sur le réseau électrique. Par ailleurs, on a la production du champ solaire, imaginons en Autriche. Donc, vous voyez tout naturellement que son pic de production arrive vers midi. Il y a une zone où on a recoupement. Il y a un recoupement qui est total, on va dire, autour de midi. On a même une surproduction d'ailleurs solaire. On a un recoupement qui est partiel ensuite, et puis vers la nuit, il n'y a plus du tout de recoupement, parce qu'il n'y a plus de production solaire. Ce qui se passe du point de vue de la comptabilité, alors là, on est sur une comptabilité spécifique, je ne vais pas revenir sur la comptabilité location-based, qui se base plutôt sur le mix électrique du pays, sans regard à où je l'achète, mon électricité, et à quel fournisseur, et une comptabilité, cette fois-ci market-based, qui correspond en gros à mes fournisseurs et les garanties d'origine associées. Donc, dans le cas de cette comptabilité-là, aujourd'hui, le matching, donc la correspondance qui est faite entre la garantie d'origine et la consommation, elle se fait en France au pas annuel, au pas mensuel, pardon. Pas annuel, c'est plutôt en moyenne Europe. Ce qui se passe, ça veut dire que le cas que je vais présenter auparavant sur l'Autriche et la France, c'est que le consommateur peut compter ses émissions de gaz à effet de serre comme si il consommait tout le temps du solaire, et du coup, comme s'il avait zéro d'émissions directes, c'est les fameuses Scope 2, dans son reporting. C'est la fameuse courbe jaune qui est tout en bas. Ça veut dire que ça aplatit, ça annule même, d'un point de vue comptable, on est à zéro tout le temps dans ce schéma-là, alors qu'on voit bien qu'il n'y a pas de cohérence spatio-temporelle. Si on voulait mettre un peu plus de rigueur vis-à-vis de cette cohérence spatio-temporelle, on pourrait se dire, bon, quand il y a surproduction solaire au milieu, très bien, je couvre toute ma consommation, donc là, j'ai le droit de compter à zéro. C'est la courbe rouge qui est superposée avec la jaune au milieu. Dans les entre-deux, quand on s'écarte un petit peu, c'est partiel. Donc, on a un peu de solaire, mais un peu du réseau électrique. Alors, résiduel, ça veut dire que c'est toute la consommation qui n'est pas sourcée par des garanties d'origine. Donc, c'est le reste, ce à quoi on a droit parce qu'on n'a pas sourcé avec cette garantie d'origine au moment de ma consommation. Donc, on est dans un entre-deux. Et plus on s'éloigne, plus on se retrouve sur le réseau, sur ce mix résiduel. Et donc, forcément, les émissions augmentent. Donc, on voit très bien que la vérité, elle est plutôt entre les deux. Donc, elle est plutôt sur la courbe rouge et que du coup, l'impact positif dans la consommation du solaire se trouve au milieu, mais pas forcément sur le reste de la consommation. Donc, ça, c'est l'illustration un peu comptable de ce qu'on peut observer. Et ce qui est important, c'est que, certes, on voit comptablement, c'est un peu bizarre, mais au-delà de ça, c'est que l'achat d'électricité verte, généralement, il est fait plutôt avec une forme de sincérité. Alors, ça dépend jusqu'où, mais généralement, c'est parce qu'il y a une vraie envie de contribuer à la décarbonation du réseau électrique. Sauf qu'il commence à avoir un peu de bibliographie qui agrège le fait qu'avec le recul qu'on a, aujourd'hui, ces garanties d'origine qui sont annulées à un pas plutôt annuel dans Vision Europe ne contribuent pas à la décarbonation du mix électrique, ou très peu. Et alors qu'à l'opposé, quand on a des situations un peu de matching horaire, on vient conforter du coup en fait cette réalité physique et ça vient justement mieux contribuer à la réduction des émissions sur le périmètre qu'on regarde. Donc il y a un peu de bibliographie qui dit que ok, comptablement c'est bof, on le sent, mais aussi la bibliographie nous dit qu'il y a peu de contribution en fait à la décarbonation du mix électrique qui est quand même l'enjeu derrière ce système-là.
Et il y a un troisième enjeu. D'un point de vue, donc là, je le prends vision casquette carbone 4, quand je suis avec une entreprise qui, elle, compte tout à zéro. Donc là, c'est une illustration très théorique, mais imaginons consommation d'électricité d'un acteur à gauche. Donc vous avez la courbe bleu marine avec des térawattheures qui montent. Peut-être, on pourrait penser, on va dire, aux GAFAM ou associés, où les consommations d'électricité montent très fortement. Et à l'opposé, on a des émissions en scope 2 sur les émissions directes en fait, de l'entreprise vis-à-vis de la consommation d'électricité à zéro. Et le fait d'écraser à zéro, en fait, ça annule toute stratégie possible sur la consommation d'électricité. Ça annule le travail sur le premier levier, qui est la réduction de la consommation d'électricité. Alors, on peut réfléchir au volume des produits et services qu'on vend, la question de l'intensité électrique associée, il y a la question d'efficacité énergétique aussi. Hein. On peut avoir des usines qui sont plus efficaces à isomix énergétique. Donc, du coup, en ayant zéro partout, il n'y a pas d'intérêt à aller travailler là-dessus parce qu'on est déjà au max. Et ça aussi réduit, si ce n'est anéanti, tout travail sur l'amélioration de la qualité de l'énergie bas carbone derrière. Parce que la question derrière, c'est bien le réseau électrique physique, mais en ayant zéro qu'avec du solaire, si je caricature à l'extrême, en fait, on perd de vue le fait qu'il faut développer des moyens de production qui répondent à une consommation réelle. Ça peut être certes de l'éolien, mais ça peut être d'autres systèmes. Alors, il y a l'hydroélectricité en Europe plus historique. Il y a la question aussi du stockage. Alors, je l'ai mis dans le dernier bullet point, mais forcément, cette variabilité vient avec des moyens de flexibilité, notamment au niveau du stockage. Donc là, il y a différentes techniques, je ne vais pas faire la liste. Et il y a la question aussi du décalage, la flexibilité plutôt au niveau de la demande, ça veut dire décaler sa consommation pour se positionner au moment où il y a de la production. Vous avez forcément en tête les ballons d'eau chaude en France, hein, qui partent en gros en consommation la nuit. Bon, c'est le système aussi des heures creuses, heures pleines, et il y a tous des débats aujourd'hui sur comment on positionnerait peut-être mieux des heures creuses en pleine journée quand le solaire est en train de produire pour justement inciter financièrement à décaler cette consommation. Donc voilà, d'un point de vue action, en fait, cette comptabilité à zéro, elle ne permet plus d'agir en réalité. Donc, elle annule aussi des efforts au-delà de la décarbonation du mix électrique, aussi sur l'action de l'acteur, en fait, ou du consommateur à proprement parler. Et juste, je vais du coup finir rapidement. Alors, je vous ai remis un petit graphe, mais que certains d'entre vous doivent bien connaître, hein, qui est issu de RTE, qui donne les prix en euros par mégawattheure en fonction de la journée. Donc, vous voyez, hein, on part de minuit, on va de l'autre côté de la journée, et avec des plaques et des pays d'ailleurs différents, donc avec des prix qui varient un petit peu. Pourquoi je pars de là, c'est qu'on voit très bien que physiquement, aujourd'hui, dans notre réseau qui intègre de plus en plus de solaire, on commence à avoir alors même des prix négatifs, ce qui n'est pas le cas ici, mais en tout cas, à midi, une réduction sur certaines zones, certains jours, du prix marché, parce qu'il y a une surproduction, on va dire, un peu solaire. Mais derrière, on n'a pas un système qui incite à consommer un peu plus à ce moment-là, qui incite à peut-être mieux stocker pour la revaloriser à d'autres moments. Donc, physiquement, le solaire, aujourd'hui, on le voit au niveau du prix, mais par contre, vis-à-vis des garanties d'origine, on ne le voit pas du tout. Ça veut dire que le prix de la garantie d'origine, alors il y a des effets par rapport à des mix et je ne vais pas revenir dessus, mais en tout cas, le prix de la garantie d'origine, qu'elle soit solaire, hydroélectrique ou éolienne, elle n'est pas indexée sur son caractère temporel, à proprement parler. Et on se doute bien que si on veut décarboner le mix électrique, il faut bien répondre à l'enjeu physique, ce qui veut dire que la garantie d'origine solaire, en fait, elle répond aux enjeux physiques et du coup, elle devrait porter un signal prix qui correspondrait à ça. Ce qui veut dire que son prix devrait être a priori peut-être un peu plus faible au moment où il y a en tout cas une surabondance de garantie d'origine, probablement au moment où il y a de la surproduction solaire, par rapport à d'autres moments où potentiellement le solaire est là et comble des manques, mais aussi par exemple à de l'éolien qui devrait être probablement un peu mieux valorisé parce qu'il a un profil qui est un peu différent. Et donc porter ce signal prix contribuerait finalement à ce que les garanties d'origine renvoient la justesse physique et contribue à la décarbonation du mix électrique avec les leviers que j'ai évoqués tout à l'heure. Je ne voulais pas les relister ici, mais d'un point de vue réseau, on voit bien qu'il y a des enjeux de décarboner, à développer le bon mix avec les bons moyens de flexibilité à la production, donc finalement vis-à-vis du stockage, et à la consommation avec la flexibilité de la demande. Voilà, j'en ai fini pour ma petite partie qui repose un contexte, alors qui commence à être un peu connu, mais qui ne fait jamais de mal, à mon avis, d'être reposé, parce que c'est là-dedans qu'on s'intègre pour essayer d'accélérer finalement sur ce beau sujet. À toi, Kylian.
Ouais, mais merci Alexandre pour ce contexte. Donc moi, je vais parler un peu de la réglementation et aussi de nos recommandations dans ce papier. Donc le prochain slide. Ouais. Donc, pour commencer à l'échelle européenne, donc il y a quelques réglementations qui sont en place déjà, comme l'acte délégué sur l'hydrogène, qui impose le matching horaire au plus tôt 2027 et au plus tard en 2030 pour l'hydrogène verte. Et ça, c'est très intéressant parce que ça donne une visibilité sur la vue de la Commission européenne sur qu'est-ce qui est vraiment vert, qu'est-ce qui est vraiment un produit vert quand on pense à la consommation d'électricité. Et clairement, ici, ils ont dit, ça ne suffit pas de faire un matching annuel, faut aller au pas horaire. Et je pense que ça ne sera pas la dernière fois qu'il y aura une réglementation avec un matching temporel comme ça là-dedans. Donc ça, c'est très, très important. Aussi dans la directive européenne, la RED 3, il y a une recommandation aux États membres d'aligner à terme le pas de temps pour lequel porte une garantie d'origine, avec le pas de règlement des écarts. Et donc ça, c'est par exemple 15 minutes, ou 60 minutes, ou 30 minutes, ça dépend le pays, hein. Aussi dans le RED 3, ils enlèvent les barrières précédentes aux garanties d'origine granulaire. Donc maintenant, les États membres européens, ils peuvent avancer sur ce sujet dès maintenant, dès les transpositions actuelles. Et aussi, un certain nombre de réglementations européennes à venir en train d'être rédigées. Par exemple, le CBAM ou le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, et aussi une réglementation qui va arriver sur le Direct Air Capture, Carbon Removals. Et c'est fortement probable que ces réglementations pourraient également nécessiter un matching horaire. Ça, c'est clairement possible. Euh, Parce qu'en général, il faut qu'on fasse mieux avec la comptabilité de CO2 en Europe et la Commission européenne, ils sont au courant de ça. Peut-être juste, il y a un deuxième élément. Ouais. Et l'autre sujet, c'est le Greenhouse Gas Protocol. Donc ça, c'est un peu des règles du jeu du scope 2 pour les entreprises dans le monde. Donc c'est utilisé par 90% des entreprises pour le reporting sur les émissions de scope 2. Et c'est cité dans la directive européenne, le Corporate Sustainability Reporting Directive, qui va forcer les entreprises à faire leur reporting scope 1, 2 et 3. Donc c'est très très important cette méthodologie. Et actuellement, c'est encore de mise à jour. Donc moi, personnellement, j'ai fait partie de la comité technique du Greenhouse Gas Protocol sur le scope 2. Et je peux dire que le matching horaire est plus granulaire, hein, décrit par Alexandre. C'est l'une des principales propositions à l'étude. Il y a d'autres options aussi en étude, mais ça, c'est l'une des principales parce qu'ils sont au courant que le scope 2 actuel, ça ne marche pas. C'est pas, il n'y a pas beaucoup d'évidence scientifique que ça fonctionne bien. Et un matching horaire plus granulaire qui respecte les limites physiques du système, c'est clairement une voie beaucoup plus crédible pour le Greenhouse Gas Protocol. Donc ça, c'est un sujet à suivre aussi qui pourra avoir des impacts mondialement et bien sûr aussi en France. Euh, et donc, pour les 5 recommandations, on commence avec le numéro un, et ça, c'est le plus facile. Donc, ça, c'est 5 recommandations qui sont hiérarchisées. Et le numéro un, c'est donner la possibilité aux producteurs d'émettre des garanties d'origine à un pas de temps horaire. Donc, ça, on peut faire ça dès maintenant. Il n'y a pas besoin de changement législatif. Ça ne signifie pas d'imposer un matching horaire aux consommateurs, mais ça donne le choix, l'option à ceux qui veulent faire ça. Et ça, c'est très important que la France commence à faire ça dès maintenant. Le numéro 2, c'est passer l'unité d'une garantie d'origine en France au kilowattheure ou même au watt-heure. Et ça, ça requiert un changement législatif en France. Donc, il faut profiter de la transposition actuelle de la directive européenne RED 3 pour cela. Et ça, c'est important pour l'avenir parce que clairement, la volume d'une garantie d'origine, un mégawattheure, si c'est un mois, un an, c'est pas grave si c'est un mégawattheure. Mais quand on commence à faire un matching temporel à l'échelle de 60 minutes ou même 15 minutes,
c'est important quand même d'avoir une garantie d'origine qui est soit dans le kilowattheure ou dans le watt-heure. Ça, c'est très important, on ne peut pas avoir des pertes. Le numéro 3, c'est d'encourager le matching horaire et géographique sur une base volontaire. Et ça, c'est important aussi. On peut regarder par exemple le Vervolt de l'ADEME ou le référentiel Net Zero Initiative Carbon 4, qui sont des exemples des initiatives qui peuvent valoriser le matching horaire et géographique en Europe. Ça, c'est très important que le matching horaire et géographique ils vont ensemble. Par exemple, l'Allemagne, ils importent en net 19 fois plus de garantie d'origine que d'électricité physique. Et ça n'a aucun sens physique et il faut respecter ces limites d'interco aussi. Numéro 4, c'est d'inciter aux États membres de l'Union européenne et accélérer sur ce sujet aussi. Donc, c'est clairement très important que ça accélère en France, mais aussi à l'échelle européenne. Euh, et la France a un rôle à jouer ici à Bruxelles et dans des échanges avec d'autres États membres pour améliorer ce système de garantie d'origine. Et encore une fois, de respecter des limites physiques. Et finalement, numéro 5, c'est d'imposer le matching horaire pour toute consommation. Donc ça, c'est à terme. Il faut commencer avec les 1, 2, 3 avant, hein. Mais ça, c'est important finalement pour bénéficier pleinement des avantages mentionnés par Alexandre précédemment. Donc ça, c'est les 5 recommandations. Et je passe maintenant, je pense, à Bruno qui va donner des exemples concrets. Merci. Merci, Kylian. Si tu peux avancer, Alexandre, s'il te plaît. Merci. Donc, notre entreprise est assez présente au Royaume-Uni. Depuis 3 ans, on accompagne des fournisseurs d'électricité sur différents sujets, mais un autre sujet principal, c'est le matching horaire, donc le lancement de nouvelles offres de fourniture. Donc, on a pu suivre ce qui s'est passé au Royaume-Uni sur les 3 dernières années de manière assez précise. Et ce qu'on voit au Royaume-Uni, c'est que le matching horaire augmente de manière significative. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder un peu en détail ce qui s'est passé au Royaume-Uni sur les dernières années et comment ça peut donner des leçons pour la France ou d'autres pays européens ou en dehors de l'Europe. Donc, Kylian a déjà couvert la partie contexte mondial. Il y a des choses qui ne sont pas spécifiques au Royaume-Uni, mais qui font que les gens s'intéressent de plus en plus au matching horaire. Donc, la revue du scope 2 du GHG protocole que Kylian vient de couvrir. Donc, on s'attend à une version définitive en 2026, avec de grandes chances qu'un matching plus granulaire soit demandé. Actuellement, on est sur du matching annuel. Donc, il y a des chances que ça change. Enfin, en tout cas, la revue a été lancée dans le but de faire changer ça. Euh, il y a d'autres initiatives mondiales comme le groupe du 24/7 Carbon Free Coalition de Climate Group. C'est un groupe parallèle à RE100. RE100, c'est quelque chose qui existe depuis des années, qui est un groupement de compagnies qui s'engagent à faire du Renewable Energy Procurement pour 100% de leur consommation. Et il y a maintenant un sous-groupe dédié au matching horaire qui a été lancé à la Climate Week de New York en septembre. Et donc, il y a des gros consommateurs mondiaux qui s'engagent sur des objectifs de matching horaire. Donc, typiquement, pour faire partie de la coalition, le but, c'est de s'engager dans les prochaines années à atteindre 80% de matching horaire sur toute la consommation mondiale de ces groupes-là. Je simplifie un petit peu, mais c'est ça à peu près l'engagement de ces entreprises-là. Donc, on retrouve des noms que vous avez peut-être déjà entendus dans la presse comme Google, mais aussi d'autres entreprises, AstraZeneca, Vodafone. Donc, ça élargit un peu le champ des entreprises qui s'intéressent à ce sujet. Une autre initiative intéressante mondiale, c'est le C40. Le C40, de manière générale, c'est un groupement de villes engagées dans la transition énergétique. À la base, il y avait 40 villes, maintenant il y en a beaucoup plus. Et pareil, il y a un sous-groupe dédié au matching horaire pour ces villes-là, dont font partie par exemple Paris, Londres, Copenhague, qui sont pareil engagés à, à établir une feuille de route sur le matching horaire sur les X prochaines années. Ça dépend de chacune des villes. Et sur l'hydrogène, donc c'est pareil, c'est mondial, parce qu'en fait, on a une réglementation maintenant qui est déjà votée en Europe sur l'hydrogène vert, qui demande du matching horaire au plus tôt en 2027, mais au plus tard en 2030, pour que l'hydrogène puisse être qualifié comme vert dans toute l'Union européenne. On a la même chose au Royaume-Uni, je vais y revenir dans quelques instants. Et aux États-Unis, c'est pareil. Donc c'est juste que c'est pas encore finalisé, mais il y a l'IRA. Toutes les subsidies pour l'hydrogène aux États-Unis sont conditionnées à du matching horaire à partir de 2028 dans le draft actuel qui n'est pas encore finalisé.
Donc, voilà, ça, c'est le contexte qu'on va retrouver un peu partout dans le monde, mais au Royaume-Uni, on a quelque chose un peu spécifique. Donc, on a un système qui est encore en matching annuel, contrairement à la France qui est en matching mensuel, de certificats très similaires aux garanties d'origine de l'Union européenne. Malgré la sortie de l'Union européenne, ils ont gardé ce système de certificats, bien que les échanges avec l'Union européenne ne soient plus possibles maintenant. Mais c'est un système qui est actuellement la source de beaucoup d'accusations de greenwashing. C'est le cas un peu partout dans le monde, hein, mais peut-être plus au Royaume-Uni qu'ailleurs. Il y a notamment récemment la ASA, l'Advertising Standard Authority, donc l'autorité gouvernementale de supervision de la publicité au Royaume-Uni, qui a retoqué une publicité de Budweiser qui disait que leur bière était basée sur du 100% renouvelable. Alors même qu'ils utilisaient l'instrument légal, les WIGO, ça a été retoqué par l'ASA sur la base que, en fait, en réalité, non. Voilà, il y a quand même les choses sont en train de changer. Les entreprises doivent faire de plus en plus attention à leur marketing en lien avec ça parce que les clients sont de plus en plus éduqués sur le fait que les rigots, en fait, ça n'a pas forcément énormément d'impact ou ça ne représente pas le matching, le matching à un patent très fin ou la réalité physique du système. Comme ailleurs dans le monde, il y a l'hydrogène. La différence avec l'Europe et les États-Unis, c'est que c'est déjà voté enfin, c'est déjà acté depuis plus d'1 an et demi, et que c'est dès maintenant, c'est pas en 2030, dès maintenant, il faut du matching demi-horaire pour que l'hydrogène puisse être qualifié de low carbon. Donc, c'est pas vert donc c'est pas nécessairement avec des renouvelables, mais le matching demi-horaire est nécessaire pour calculer les émissions carbone associées à l'hydrogène. Donc on est déjà obligé, n'importe quel projet d'hydrogène au Royaume-Uni qui va avoir les subventions et qui veut être qualifié comme low carbon doit faire sa comptabilité sur matching ou pas demi-horaire. Et finalement, ça, on va en revenir, je vais faire un peu un deep dive là-dessus juste après. Il y a une association mondiale qui s'appelle le Green Building Council, qui a des déclinaisons dans chaque pays. Donc il y a le UK Green Building Council, qui a un label pour les bâtiments verts, qui est de loin le label le plus utilisé au Royaume-Uni. En fait, il est utilisé par quasiment tous les promoteurs pour certifier que leur bâtiment est vert. Et depuis, ça fait un petit peu moins d'1 an maintenant que le Green Building Council au Royaume-Uni a rajouté dans son label la nécessité de faire du matching horaire pour certifier que son bâtiment est vert. D'ailleurs, Alexandre, je pense que tu peux passer au slide d'après. Merci. Et justement, je trouve que c'est une initiative très intéressante, parce que c'est ça qui est un des gros drivers, en tout cas dans le secteur du bâtiment au Royaume-Uni, du matching horaire. C'est une initiative volontaire. Le Green Building Council, c'est pas une entité étatique, mais ils ont créé ce label purement volontaire qui a 3 piliers. Le fait qu'on est alimenté par du renouvelable, donc c'est le premier pilier qu'on voit. Donc ils demandent que ce soit sourcé à partir de PPA. C'est ça le choix qui a été fait. Donc selon, on est sur un système à points. On va récupérer des points sur les 3 différents piliers. En fonction du score total, on est labellisé bronze, silver ou gold. Donc sur les renouvelables, si on a 10% de PPA, on a 1 point. Et pour avoir le score maximal de 4 points, il faut 100% être matché, 100% être des PPA. Le deuxième pilier, c'est l'additionnalité. Donc on veut chercher des assets qui sont récents ou qui n'ont pas forcément reçu des subventions étatiques. Et le troisième pilier, donc time match. À partir du moment où on commence à regarder quel est son matching score sans seuil ou quoi que ce soit, on a déjà 1 point. Et si on dépasse un matching score, c'est-à-dire un matching au pas horaire de plus de 70%, on a un deuxième point. Et si on dépasse les 90%, on a un troisième point. Et donc, ce qu'on voit, c'est que pour avoir le label Gold, même si on a les scores maximum en additionnality et renewable, il nous faut quand même au moins 1 point en time match. Et en fait, ce qu'on voit au Royaume-Uni, c'est que la plupart des gens vont même récupérer 2 points en time match, ce qui leur permet, par exemple, de n'avoir besoin que de 2 points en additionnality pour obtenir le label maximal Gold. Et donc, c'est quelque chose que je trouve une très bonne idée, ce label, enfin, ce concept d'avoir différents piliers, dont le matching horaire. Et donc, c'est des choses qu'on pousse un petit peu à l'étranger aussi, en disant, regardez, voilà, l'inspiration pour d'autres labels volontaires. En France, par exemple, il y a différents labels qui existent, mais il y a un label qui existe pour le B2C uniquement actuellement, qui est géré par l'ADEME, qui s'appelle le label Vervolt, qui a différents critères, mais il s'avère qu'il a déjà un taux de matching demi-horaire qui est obligatoire de calculer depuis la création du label. Donc ça fait 3 ans, je pense. C'est juste qu'actuellement, ce n'est pas un des points clés du label. Par exemple, il n'est pas nécessaire d'avoir un taux minimum ou quoi que ce soit pour atteindre le label 1 étoile de l'ADEME ou 2 étoiles, etc. Et en faire un élément un peu plus important du label
par exemple, pour avoir le niveau maximum du label, avoir un certain pourcentage de matching horaire, ça pourrait être une bonne idée pour inciter les gens à aller dans cette direction. Alexandre, est-ce que tu peux passer au slide d'après, s'il te plaît? Merci. Donc voilà, avec ce contexte spécifique et notamment ce label, on a vu sur les 12 ou 18-12 derniers mois, parce que ça prend un peu de temps pour un fournisseur de lancer une offre, on a vu une explosion des volumes de matching horaire avec quasiment tous les fournisseurs B2B. On n'est pas vraiment pas sur le B2C au Royaume-Uni là-dessus. On est vraiment plus sur des offres B2B parce qu'on est sur des choses qui sont quand même assez compliqué, donc c'est plus simple à expliquer ou à comprendre pour des energy procurement managers, des gens qui s'occupent des achats d'énergie chez les corporates. Donc c'est principalement des offres B2B qui ont été lancées, mais on a une variété, hein, ça va de Total à Good Energy. Good Energy, l'équivalent en France, je dirais, ne me citez pas là-dessus, mais je dirais que c'est un peu du Enercoop, donc du petit fournisseur très très vert, dont tout le portefeuille est matché horairement pour Good Energy, à du Total, E.ON, SSE, Drax, qui sont des très gros fournisseurs bien établis et qui représentent des volumes non négligeables. Donc il y en a plus de 10 qui ont déjà lancé publiquement leurs offres ou de manière privée ou qui sont en train de les lancer. Et on a une demande des consommateurs d'aller chercher plus loin, pas uniquement pour certains d'avoir déjà leur baseline, savoir c'est quoi mon taux de machine horaire, où est-ce que j'en suis, mais surtout la partie vraiment intéressante, c'est que grâce à ce label GBC, il y a des points en plus à aller chercher si on dépasse les 70 ou les 90%. Et c'est là où on voit vraiment de l'impact sur le système. C'est que du coup, quelqu'un qui a 68%, il va devoir aller travailler lui-même avec des corporate PPA, du stockage, etc., mais surtout, principalement, être son fournisseur pour les plus petits, pour aller chercher les 70% ou les 90%, et donc d'aller travailler à comment je vais faire pour, sur plusieurs années, faire ma roadmap pour aller améliorer mon matching score. Et c'est ça qui va avoir des impacts, d'aller orienter des flux, financer des nouveaux assets, du stockage, orienter les flux peut-être vers une certaine technologie plutôt qu'une autre, ce genre de choses. Donc, on commence et c'est ça qui fait qu'on commence à avoir des discussions assez intéressantes. Justement, au Royaume-Uni, on a nos premiers pilotes d'utilisation du stockage pour, améliorer ces machine scores des différents consommateurs. On commence à avoir des différences d'intérêt et de prix des garanties d'origine par technologie, éolien versus solaire versus hydro, par exemple, qui reflètent mieux le besoin en termes de courbe de charge des consommateurs. Et pour finir, brièvement, pour avoir le temps pour les questions, donc ce matching horaire, les gens entendent beaucoup parler, notamment dans les conférences, de Google qui parle depuis 4-5 ans du matching horaire, de leurs engagements, de tout ce qu'ils font, parce qu'ils communiquent énormément là-dessus. Mais je trouve que c'est très intéressant de montrer qu'au Royaume-Uni, c'est pas eux qui drivent, c'est pas du Google et ses GAFA qui drivent le matching horaire, c'est vraiment des entreprises de toute taille et de tout type. Donc on a des petites PME qui passent par leurs fournisseurs, typiquement Good Energy, comme Timin ou des associations, la Solar Association. On a beaucoup de gros promoteurs à cause du label du GBC. On a des collectivités, la City of London qui fait partie du C40, et des larges corporates, ouais, Google évidemment, mais aussi des grosses chaînes. Travis Perkins, c'est l'équivalent de Castorama en France par exemple. Et donc là, sur la Compliance Period 2024, Compliance Period, ça correspond à l'année, pas une année civile, mais une année de début avril à fin mars, du 1er avril au 31 mars. Là, on pense qu'on aura un peu plus de 1 TWh de matching horaire fait sur l'année qui va du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Et là-dedans, on ne compte pas les volumes de Google, qui font ça de leur côté, un peu à côté, sans passer par les fournisseurs. Donc on est vraiment sur un TWh de consommation de vraiment plein de différents corporates, du multisite. Il y a quelques industriels, mais on est surtout sur ouais, dans les gros consommateurs, c'est du multisite ou des plus petits. Et je vous propose de passer aux questions-réponses. Super, merci Bruno. Eh ben, comme tu l'as dit, on part dans la deuxième section de la présentation avec du coup les questions-réponses. Il y a quelques petites questions qu'on a répondu rapidement, donc vous avez vos réponses normalement dans l'onglet qui va bien. Alors, il y en a un certain nombre, mais on a un peu de temps, donc on peut peut-être commencer par le haut et puis on avisera si après il faut accélérer ou aller chercher autre chose. Euh, il y a une première question sur le fait que le prix de la garantie d'origine aussi bouge au niveau de sa variabilité, hein. On est à 0,1 à 6 euros du mégawattheure, mais par rapport au prix
physique, hein, qui lui varie à un ordre 100 dans les deux côtés aussi, donc qui amène en négatif. Bon, c'est plutôt un commentaire là-dessus, donc peut-être que je me suis mal exprimé. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la variabilité, mais ce n'est pas forcément les mêmes tenants non plus. Voilà, il y a plusieurs dimensions. Je ne sais pas si Bruno ou Kylian voulaient ajouter quelque chose sur la variabilité du Je, prix peut-être de la garantie d'origine. je veux bien, notamment parce qu'il y a une autre question sur ce sujet, sur la variabilité du prix des garanties d'origine un peu plus bas. Donc, Ok, autant faire d'une pierre deux allez, coups. fonce. Donc actuellement, effectivement, le prix des géos, il est plutôt faible comparé au prix de l'électricité. On est à quelques euros contre quasiment plutôt entre 50 et 100 euros du mégawattheure pour l'électricité. Mais là, passer au matching horaire, c'est une répartition de la même valeur complètement différente sur l'année. Comme ça, en fait, on peut avoir des spreads importants. C'est pas parce que c'est 6 euros en moyenne. Parce qu'actuellement, on est sur un prix moyen parce qu'on ne fait pas la différence entre différentes heures de l'année. Mais justement, notre entreprise fait partie d'un consortium qui travaille sur ces sujets financé par National Grid, le gestionnaire de réseau de transport au Royaume-Uni, sur quel est l'impact sur la volatilité. Et c'est là où on voit que passer à l'horaire, c'est accroître la volatilité, parce que les heures où en fait il y a un surplus d'énergie renouvelable, le prix sera très faible. À l'inverse, les heures de scarcity, de rareté de production renouvelable ou décarbonée, c'est là où vont concentrer les prix. Donc en fait, avoir 5 euros en moyenne, ça peut cacher en fait des spreads relativement élevés et en pourcentage d'ailleurs même peut-être pour le moment plus élevé que l'électricité, dont des revenus pour l'effacement et du stockage non négligeables. Ouais, Merci Bruno. enfin, Vas-y, Kylian. je suis complètement d'accord avec ça, Bruno. Aurora, ils ont fait une étude sur ça. Il y a quelques mois, je peux partager enfin, quelques résultats qui sont publics. Ils ont fait un webinaire sur ça en mars, qui montre exactement ça, que le spread intraday des prix de Géo dans un système horaire, c'est beaucoup plus large que le spread qu'on voit maintenant, qui est moyenné sur une année. Et donc, ça, c'est très important, que ça va inciter. Donc, si tu as un prix de géo, je pense qu'ils ont trouvé peut-être à 20, 25 le soir et peut-être à 0 le jour, quand il y a beaucoup de soleil. C'est exactement le signal qu'on veut envoyer, en fait, pour la flexibilité propre. Merci Kylian pour le complément. Je passe du coup sur une deuxième question. Il y en a une sur, OK, qu'est-ce que fait une industrie alors, électro-intensive? Donc, on pourrait prendre n'importe quel consommateur qui a besoin d'électricité quand il n'y a pas de vent et pas de soleil. Je me lance un petit peu et puis vous complétez Bruno Kylian. Vas-y. Euh, Alors, il y a plusieurs éléments de réponse déjà, moi, qui me viennent à l'esprit. Le premier, si on reste en market-based dans cette logique qui est euh, je, euh, je suis consommateur d'électricité, je veux contribuer à la décarbonation du mix électrique. Il faut bien garder en tête qu'il n'y a pas que l'acteur privé ici, consommateur, qui agit, hein. Il y a aussi un acteur public par ailleurs. Ça peut se voir dans le location based, qui est une vision plus géographique, mais en tout cas, ayons en tête qu'il y a plusieurs forces sur le marché qui viennent décarboner. Et ici, on s'insère dans la consommation en vision market based en se disant que les acteurs privés peuvent contribuer également. Mais aujourd'hui, le système ne fonctionne pas. Donc ça, c'était juste un élément de contexte. Le deuxième, c'est que ça pose tout plein d'autres questions sur quel est le mix électrique qu'on veut aussi demain. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Si on parle France, bah, on a une part de nucléaire qui est assez importante. Et en fait, probablement que la garantie d'origine, en venant mettre un matching horaire, ferait ressortir ce sujet de variabilité de ces énergies, notamment solaires et éoliennes, et que du coup, eh ben, on a besoin d'autres énergies, d'autres solutions de stockage et de flexibilité, mais probablement d'autres types d'énergie aussi. Dans un cas français, probablement, ça ferait ressortir le fait que le nucléaire est ici pour assurer en base ou en pointe, vous faites du suivi de charge, mais en tout cas, un certain matching temporel. Donc, peut-être que l'offre qui est très tournée sur le vert aujourd'hui, elle a peut-être aussi un sens de l'histoire, ce serait de la faire tourner sur le bas carbone. Donc là, ça se débat après sur les orientations politiques de chacun des pays. Euh, donc le bas carbone, c'est un peu la réponse France avec la part de nucléaire qui, a priori, de toute façon, restera très significative dans les décennies à venir. On peut aussi s'autoriser, juste pour la réponse de l'esprit, si on n'est pas en France, dans un pays qui fait le choix de ne plus avoir de nucléaire, bah, que d'un système 100% électrique renouvelable, c'est potentiellement possible aussi. Et donc, ça pose la question de qu'est-ce qu'on met en plus de l'éolien et le solaire et comment on y contribue par rapport à son profil de charge à son échelle et puis sur le réseau au global d'un point de vue étatique et public, quoi. Je fais juste un point, parce que je pense que justement, c'est des choses qu'on n'a pas abordées dans le sujet, sur le que fait une industrie électro-intensive quand il n'y a pas vent et pas de soleil. Le but du matching horaire, c'est justement de montrer, bah, elle sera plus à 100%
En fait, on est dans un monde manichéen actuellement. Soit il y a une offre verte, elle est 100% verte, soit elle est grise et il y a des émissions carbone. Mais en fait, la réalité, elle est tout autre. En matching horaire, bah, quelqu'un va être peut-être à 60%, 70% ou peut-être 80%. Et du coup, sur la partie résiduelle, bah, c'est pas la fin du monde. En fait, il va avoir des émissions, mais ça reflète la réalité. Et c'est justement ça qu'on veut montrer, c'est de sortir de ce monde manichéen et avoir cet éventail. Il y a des offres, des gens qui vont peut-être avoir 70, 80%. Ils vont avoir des émissions carbone liées à leur consommation d'électricité, ce qui est le cas. Il y a des émissions, il y a de la production carbonée sur le réseau, et donc ils vont pouvoir travailler. C'est ça le problème actuellement, c'est quand on est à zéro, bah, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de roadmap. Quand on a des émissions carbone qui restent, on va pouvoir travailler seul ou avec son fournisseur en tant que consommateur sur comment je fais sur les 5-10 prochaines années pour aller décarboner ma consommation. Donc, comment il fait? Eh ben, il a des émissions. Mais c'est ça qu'on veut, c'est que elles soient visibles en fait. Ouais, enfin, c'est exactement ça. La dernière chose à faire, en fait, c'est comme tu dis, Bruno, c'est de dire, quand il n'y a pas de soleil, pas de vent, j'achète une garantie d'origine norvégienne ISO et maintenant je suis vert. C'est exactement pas ce qu'il faut faire. Et un système horaire, ça va inciter en fait les fournisseurs et les acheteurs à penser plus portefeuille aussi. Donc acheter du vent et du solaire avec le stockage ensemble. Et on a déjà vu des contrats signés aux US et en Europe, par exemple par Microsoft et Google, c'est des portefeuilles, c'est des PPA portefeuilles en fait, qui ont plusieurs technologies ensemble pour justement arriver à un matching à 80% ou 90%. Il faut beaucoup plus penser dans cette manière-là. Traditionnellement en Europe, presque 100% des PPA, par exemple, qui sont signés, c'est du single technology, c'est soit solaire, soit vent, et pas beaucoup d'hybrides ensemble avec le stockage. Et faut aller dans ce sens-là. Et aussi, enfin, c'est pour des contrats long terme plutôt, mais pour les industriels, c'est très important. Moi, j'ai travaillé dans l'électro-intensive avant, d'avoir des produits qui puissent hedger en partie le sourcing de l'électricité. Et justement, ces PPA portefeuille, en fait, peuvent aider beaucoup mieux hedger la volatilité qu'on voit sur les marchés électriques. On a fait une étude l'année dernière avec Euroelectric et Pexapar qui montre justement ça. Je peux mettre le lien dans le chat. Top, merci Kylian. Alors, il y a beaucoup de questions. Est-ce que, tac, tac, j'essaie de regarder s'il y en a plein. Je, J'en prends une comme ça et c'est pour vous, Bruno, Kylian, à mon avis. Est-ce que les fournisseurs qui proposent des offres early matching offrent des contreparties à leurs clients car eux-mêmes auraient des gains? Valorisation directe de leur pro de NR, pas besoin de stockage. Je suis pas sûr de comprendre tout à fait la Ouais, question. je me suis lancé parce que je pense que je me suis trompé de question que je voulais poser. Ouais, Mathieu, désolé. Là, du coup, je l'ai prise comme ça à la volée en pensant que c'était celle que j'avais identifiée, mais je navigue à vue. Je veux bien que tu la reformules parce qu'en effet, la question du bon, ouais, je veux bien que tu la reformules comme ça, on ne prend pas trop de temps. Euh, alors, il y en a une dernière. Alors, il y en a, si Kylian il y en a en lien avec l'hydrogène en tout cas. Donc Allez, peut-être qu'on peut la prendre. je prends la première sur l'hydrogène. Comment Vas-y. utiliser le matching horaire? Alors, le matching horaire, pour l'hydrogène, c'est une obligation réglementaire. C'est au plus tôt 2027, mais au plus tard en 2030. Nous, on croise les doigts. Le texte réglementaire ne dit pas, ça doit être fait avec des géo-horaires, mais on espère de toutes nos forces et on fait en sorte qu'il y ait des géo-horaires partout en Europe avant 2030 pour que ce soit l'outil utilisé pour la traçabilité. Donc actuellement, la réglementation, elle permet d'utiliser des données de comptage et ça a des risques de double counting si en fait la géo va. Et donc le moyen le plus propre de faire ça proprement, c'est d'avoir des géo-horaires pour faire le matching horaire. Et donc normalement, on espère, il y aura des géo-horaires d'ici si la loi soit mise en force. Voilà, ça va répondre à la question. Merci pour l'hydrogène du coup, Bruno. Et alors du coup, c'était celle-ci que je voulais lister, mais c'est pas grave. Comment est-ce qu'il y a des entreprises à s'orienter vers des offres de matching voilà, horaires, comme tu vois dans le cas à la limite anglais que tu as évoqué. Alors, certains fournisseurs en France, comme Voltaire, proposent déjà un matching demi-horaire avec fléchage d'électricité. Et en dehors des questions, enfin voilà, en dehors des questions RSE ou contraintes réglementaires, quelle incitation pour encourager les entreprises dans cette démarche. Et je mets en lien la question sur le grandfathering, là, a priori dans certains PPA, il y a enfin, voilà, il y a un cadre qui permettrait de protéger le consommateur. Je ne sais pas si on peut lier les deux.
Alors sur la question 1, sur comment on peut inciter les entreprises, on a émis une recommandation qui est ces labels. On a vu le succès au Royaume-Uni du label du GBC, qui est sur un use case précis qui est le real estate, enfin les bâtiments. Mais typiquement, du coup, nous on propose, c'est pas nous qui décidons, hein, ce sont les fournisseurs, c'est le label Vervolt de l'ADEME, et c'est l'ADEME et les fournisseurs présents au sein des comités de décision qui contrôlent ce label. Mais on trouve que ce serait une belle idée d'utiliser ce label, puisqu'il y a déjà un taux de couverture de miroir, donc un matching de miroir imposé, de l'étendre aux collectivités, aux entreprises, et du coup de les inciter via ce label à calculer, voire même de contraindre l'accès à certains niveaux du label à des seuils de matching de mi-horaire. Il y a d'autres idées, il y a il y a le référentiel Net Zero Net Zero Initiative de Carbone 4 qui aussi demande à faire des calculs au pas de mi-horaire pour la comptabilité carbone. Voilà, donc il y a des choses volontaires. Et après, si on a déjà des garanties d'origine horaire, ça facilitera la mise en œuvre pour tout le monde. Donc ça sera aussi ça permettra de faciliter l'acceptabilité du machine horaire. Voilà. Les pistes sont dans le document qu'on a publié aujourd'hui sur comment inciter le machine horaire. Et ce qui est sûr, c'est qu'à date aujourd'hui, c'est une approche qui est quand même globalement volontaire avec les limites posées dans les recos là, que Kylian a rappelé, et qu'il n'y a pas de, tant qu'il n'y a pas d'obligation, ça reste à nouveau une démarche volontaire avec tout, chacun a ses raisons, mais derrière, ça, ça avance à un rythme qui est forcément moins soutenu que quand ça deviendrait obligatoire. Il y avait une réaction aussi sur le fait qu'un térawattheure, ça semble petit pour l'Angleterre, mais tu as peut-être des éléments sur les perspectives associées, parce que c'est que le début, je suppose. Ça fait, en gros, on travaille depuis un petit peu de temps, mais les premières offres des fournisseurs, elles ont été lancées il y a même pas un an. En gros, elles ont été annoncées, elles ont dû commencer. Là, on parle de la compliance période 2024, donc c'est à partir du 1er avril 2024. Donc en fait, on est tout frais. Et aussi, dans la liste, évidemment, nous, on travaille avec pas mal de fournisseurs. Seulement, on a pu mentionner seulement ce qui a été publié. Donc, non, un térawattheure, c'est gros. La consommation au Royaume-Uni, elle est quand même plus faible qu'en France. Donc, c'est une partie non négligeable. Et on parle quand même de quelque chose que les gens ont tendance à dire en regardant de loin, c'est compliqué. En même pas un an, on est quand même à un volume non négligeable. Et surtout, qui croît de manière exponentielle de mois en mois. Donc non, ça peut paraître petit, mais c'est vraiment beaucoup. Surtout quand on n'inclut pas tous les volumes de Google et compagnie. Là, on parle de volume de SMEs, etc. Et aujourd'hui, alors là, c'est plus aussi pour moi, accessoirement, dans les 1 TWh, c'est parce que ça fera écho à une question d'ailleurs finalement sur le B2C. C'est des démarches plutôt volontaires de petits groupes, d'ailleurs, enfin, d'entreprises, de petites, ça peut être des collectivités territoriales, mais est-ce que les particuliers sont sensibles à cet argument-là? J'ai vu que c'était une des questions. Alors, au Royaume-Uni, clairement, on est plus sur du B2B. Il y a certains Ouais, fournisseurs qui envisagent de lancer une offre ou d'étendre certaines de leurs offres au B2C, mais c'est compliqué d'expliquer ça aux consommateurs. Ce qui explique aussi pourquoi peut-être actuellement dans le label Vervolt, ce calcul est obligatoire, mais il n'est pas vraiment un élément clé du label parce que c'est un label B2C. Il y a des expérimentations en France qui ont été faites. Par exemple, Équateur avait fait quelque chose il y a quelques années sur le B2C alors, pareil, ne me citez pas, j'ai l'impression que c'est pas forcément encore disponible et donc j'ai l'impression que c'est pas forcément un succès en B2C, mais parce qu'on est sur des sujets assez compliqués, qui sont plus faciles à apporter aux collectivités. Il y a déjà des collectivités en France qui demandent dans leurs appels d'offres de la synchronicité production-consommation. En tout cas, la visibilité, avoir des calculs et des taux de couverture. ok. Et je continue, du coup, je mixe, hein, je me mets là dans les questions, hein. Il y a la question de le fait que le prix de la garantie d'origine, bon, le spread peut évoluer, mais c'est surtout aussi le haut peut aller beaucoup plus haut. Donc la question du renchérissement de la garantie d'origine au moment où elle est importante et rare, est-ce que ça viendrait renforcer fortement le prix final payé par le consommateur? Donc est-ce qu'il y a du REX côté Angleterre, mais bon, c'est peut-être à mon avis, voilà. Est-ce qu'il y a du REX côté anglais, même si c'est récent? Voilà, est-ce qu'il y a eu des études, d'analyse sur l'augmentation du prix parce que alors, la garantie d'origine, même si elle est à 30 € du mégawattheure, ça resterait quelques horaires. Donc, en fait, en moyenne, ça ne serait pas forcément un prix proche du prix de production d'électricité. Mais voilà, cette question-là du prix final payé.
ça revient un peu à ce que tu as dit avant. La grosse hypothèse sous-jacente au prix de la garantie d'origine, c'est la demande. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes ou pas? Donc là, il y a des modélisations en cours qui sont faites au Royaume-Uni dans le cadre d'un programme de R&D financé par le gouvernement, et dont on publiera les résultats en début d'année 2025. Mais pour répondre simplement, à la même demande de consommation d'énergie verte, en passant à l'horaire, on a plus de volatilité. Ça ne veut pas forcément dire, et ça veut pas forcément dire que le prix moyen change. Quand le prix moyen change, ça dépend si les gens veulent atteindre des taux supérieurs. Mais si on passe juste à, avant j'étais à 100%, maintenant je suis à 64%, et ça me va, la seule différence que ça fait, c'est la répartition au sein de l'année. Si maintenant, ce que ça induit, c'est que les gens ils veulent être à 90% et puis aller pas à 64%, donc ils veulent aller chercher plus d'électricité verte sur les heures, là, ça risque de faire monter le prix des garanties d'origine, et ça peut avoir un coût pour les consommateurs qui veulent monter à des taux de matching élevés. Mais pour des vraies raisons, parce que ça veut dire qu'il faut aller financer ce dont le système a besoin pour aller combler les trous. Et on n'est pas sur du court terme. Le but, c'est d'emporter tout le monde sur un temps moyen long pour aller combler les trous Ouais. des moments où il n'y a pas de renouvelable facilement disponible. Avec des augmentations peut-être plus lissées dans le temps et avec aussi une contribution publique via d'autres dispositifs pour aussi que ça, que, enfin, qu'il n'y ait pas que quelques consommateurs qui financent les nouveaux moyens dont on a besoin sur le réseau. OK. Il y avait la question de l'additionnalité. Le fait de passer à un matching horaire, c'est une autre dimension. Est-ce que c'est le lien avec l'additionnalité? Donc, c'est certes un critère. Enfin, voilà. Enfin, je ne retrouve plus la question, mais c'est pas grave. En tout cas, la question de l'additionnalité, donc ça en fait un critère autre. Mais quel est le lien avec l'additionnalité? Et du coup, est-ce que ça reflète pas finalement des flux financiers vers des actifs existants par rapport au parti pris qui est plutôt de déployer des nouveaux actifs? Bonne question, je peux commencer, puis peut-être Kylian pourra compléter. L'additionnalité, c'est un concept assez flou. En un sens, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est additionnel, etc. En tout cas, ce qui est montré dans la recherche, c'est l'impact sur le long terme du matching horaire. C'est-à-dire que si, par exemple, tout le système passe, enfin, où il y avait une demande significative pour le matching horaire, ça ferait des flux vers des nouveaux stockages, etc. Donc, il y a bien une notion d'additionnalité qui, d'après justement ces mêmes études, n'existe pas vraiment dans le cadre du matching. On est principalement sur le matching annuel dans les études sur ce sujet. Donc, on a bien une additionnalité qui est bien supérieur dans le cadre du matching horaire par rapport à du matching annuel. Après, c'est difficile de répondre de manière très précise, mais on peut rediriger vers les gens vers ces études. Il y en a certaines qui sont citées dans le rapport, justement. Kylian, je ne sais pas si tu as des. C'est ça, exactement. Je pense que le problème actuel avec le garantie d'origine, en fait, il n'y a pas beaucoup d'additionnalité parce que le prix est trop bas. Et ça, c'est surtout lié au fait qu'il y a trop d'offres. En fait, il n'y a pas de. C'est n'importe quel dans l'année, n'importe où en Europe, je peux acheter une garantie d'origine, en fait. Et en général, ça veut dire, en fait, que le prix est trop bas et le signal prix n'est pas suffisamment précis. Et donc, avec un matching temporel et plus géographique, c'est ce qui est montré aussi dans les études, on peut avoir des flux financiers en fait, qui vont aller plus dans le sens de financer l'additionnalité du stockage, par exemple, qui est maintenant pas financé en gros par les garanties d'origine. Et donc ça, c'est une partie très importante, mais on peut partager des études qui vont expliquer ça un peu plus, qui ont fait du modeling du système électrique pour montrer ça, que le signal prix est beaucoup plus précise et va mener des investissements beaucoup plus utiles pour le système électrique. Et peut-être pour toucher aussi au prix du garantie d'origine, si c'est un peu plus haut enfin, dans le soir, par exemple, quand il n'y a pas de vent, pas de soleil, peut-être, oui, dans le court terme. Et pour ceux qui veulent un matching temporel élevé, bah, c'est bien qu'ils financent les assets de flexibilité qui vont finalement nous aider à réduire la consommation de gaz pour la flexibilité. Et ça c'est essentiel dans le long terme pour avoir un système qui est moins dépendant du gaz, qui est souvent marginal et qui drive ces prix qu'on voit sur les marchés de l'électricité actuels. OK. Alors, il y en a il y a j'en ai une autre sur. Alors, je la formule comme ça, mais il y a
Est-ce que l'introduction là, du matching horaire, c'est ce que tu viens d'expliquer, Kylian, à savoir que ça va donner un signal prix au bon moment et donc ça vient générer les besoins, les dispositifs dont on a besoin. Est-ce que on a finalement le recul pour se dire que c'est un dispositif ou une initiative volontaire privée ou un investissement privé, donc après avec tout le cheminement qu'on évoque hein, en étape hiérarchique, les recos que tu as évoqués tout à l'heure, et par ailleurs la stratégie publique en fait de l'État. Est-ce que finalement, si les acteurs réfléchissent un peu en silo de leur côté, ça correspond quand même à une contribution pertinente pour le grand tout? Ah, c'est un point question très intéressante. Si je reformule, je ne l'ai pas vu dans le. C'est est-ce que si les gens ils commencent à regarder le matching de leur consommation, est-ce qu'à la fin ça marche bien pour le système? Est-ce Ouais. qu'il y a bien un alignement? Typiquement, si tout le monde commence à le faire, oui, ça marche. Mais typiquement, euh, les premiers qui commencent et qui vont dispatcher par exemple un asset de stockage pour leurs besoins à eux, bah, ce sera peut-être pas forcément très aligné avec les besoins du système. Donc ça peut être problématique. C'est pour ça que justement, avoir un outil national, des géos horaires, du coup à terme peut-être avec des prix, c'est ça ce qu'on voit comme vision, c'est d'avoir des géos horaires avec un prix horaire. Ça permet d'aligner, de donner le signal prix pour que les batteries ne soient pas dispatchées sur le besoin d'un consommateur, mais sur le prix national des garanties d'origine à cette heure-là, qui représente vraiment le besoin du système. Donc, à terme, ça s'aligne et en plus, il y a des moyens de faire en sorte que ça s'aligne assez rapidement et pas tuer les gens ça chacun de leur côté. Et pour ça, là, par contre, c'est pas des initiatives privées, il va bien falloir avoir des géos, un certificat horaire pour pouvoir avoir un prix de la commodité. Au Royaume-Uni, le système n'a pas du tout changé. On est sur des certificats mensuels. Donc, tout ce qui est fait matching horaire, on est sur certificat mensuel et données de consommation en dessous via les données de consommation et de production des fournisseurs et de leur PPA. Et donc, on ne peut pas trader une heure individuelle. On est obligé, on traite des shapes sur un mois. Et donc, c'est pas idéal, typiquement, pour dispatcher du stockage. C'est pour ça que la première recommandation, c'est de commencer par dire laissez on émet des certificats horaires. Ceux qui veulent l'utiliser pour du matching mensuel, très bien, mais au moins il y a le certificat horaire, comme ça on peut commencer à trader des heures individuelles en fait. Ça marche. En effet, il y a probablement de toute façon des zones, tout n'est pas parfait. L'idée, c'est de prendre aussi les bonnes énergies et que ça contribue plus de toute façon qu'aujourd'hui. Donc après, le chemin ne sera jamais celui qu'on théorise, mais en tout cas, il sera a priori plus vertueux. Est-ce que, alors, j'avais Fad, parce que je sais que tu as reposé ta question, il y a des questions sur la solution Granular Energy. Donc, potentiellement, peut-être que Bruno, alors je ne sais pas jusqu'où tu veux soit y répondre maintenant, mais il reste une minute. Donc, moi, j'aurais eu tendance à inviter Fad à t'envoyer peut-être un petit mail. Tout à fait. Donc voilà, on mettra les mails qui vont bien. En tout cas, voilà, Fad, prends contact avec Bruno et tu auras les éléments dont tu as besoin. Et Mathieu, vu que j'avais mis ta question un peu ratée, mais dans la sphère publique, tu l'as reformulée juste pour finir là-dessus. Du coup, est-ce que le matching horaire permet aux fournisseurs d'élect de faire des offres plus compétitives? Bon, j'aurais tendance je te laisserai peut-être Bruno. Enfin, vas-y, Bruno. J'ai tendance à dire non. Alors, de manière générale, pas forcément. Par contre, ça peut changer le système pour que le matching horaire soit un élément différenciant et clé des offres de fournisseurs d'électricité de manière générale. Ça permettra à certains fournisseurs de se différencier parce que peut-être qu'ils ont des outils flexibles comme du stockage ou qu'ils ont un mix de technologies qui va permettre d'avoir un meilleur score que les autres. Donc ça permettrait à certains d'avoir un prix plus bas pour un meilleur score, par exemple. Donc, mais et justement, ce sont des bons signaux que les fournisseurs essayent de se concurrencer sur le meilleur taux de matching horaire au coût le plus faible. C'est bien ça qui fera avancer les choses au niveau du Et du système. coup, donc, ouais, concurrence sur ISO offre. Et après, la question, c'est la différenciation pour justement poser une offre qui fait bouger le marché à terme. Mais c'est sûr que si on reste sur le point de départ d'aujourd'hui, ça change. Typiquement, effacement. Quelqu'un qui a de l'effacement, de la flexibilité dans son offre ou qui Ouais. rémunère la flexibilité, aligner, aller bouger de la consommation sur les heures comme pour les LED, de plus faible prix, des garanties d'origine, ça va permettre de réduire le coût. Du coup, le dispatch de l'effacement ou du stockage, on va le faire sur la somme du prix des lights et du prix des garanties d'origine. Un asset de stockage, il va pouvoir capturer le spread à la fois sur les lights et sur le prix des garanties d'origine. Yes. Eh bien, super. Merci Bruno. Ce sera le moment de la conclusion.
Ah, Kylian, tu voulais, vas-y. Ouais, sur ce point-là, je suis bien sûr aligné et c'est pas juste théorique. Il y a Octopus Energy au UK en fait qui a une offre qui s'appelle Electric Mats, c'est pour le matching temporel pour leurs clients, certains clients B2B. Et déjà, ils donnent une réduction du prix d'électricité avec l'augmentation du taux du matching horaire. Surtout quand les clients ils sont incités à faire plus de matching, d'alignement de leurs demandes aux disponibilités des renouvelables. Donc ça, c'est déjà un produit qui existe, qui montre que c'est possible, pas dans tous les cas, hein, mais c'est possible d'offrir une électricité plus compétitive avec ce mécanisme. Ouais, merci Kylian. Je finis là-dessus. En effet, parce qu'on en parlait avec Bruno, c'est un peu comme l'autoconsommation à l'échelle perso. Le fait de mettre du matching horaire, ça crée de l'awareness, de la sensibilisation sur le sujet. Et à partir de là, on réfléchit sur son profil de consommation. Et donc, probablement qu'il y a des quick wins qui font déjà gagner de l'argent en réalité, juste parce qu'on a un système qui le permet. Voilà, ce sera le mot de la fin. Ouais, alors vas-y Bruno. Juste, voilà, on organisera des tables rondes et d'autres événements Désolé. cet hiver, donc il y aura l'occasion de rediscuter, et notamment avec d'autres acteurs que nous, des consommateurs engagés sur le sujet. Le but, c'est de continuer à discuter du sujet. Voilà, Ouais, je parfait voulais juste Bruno. ajouter Bah, ça. très bien, je fais le tremplin. Donc voilà, table ronde, on remettra ce sujet dans la sphère publique dans les prochains mois. On envoie le support et l'enregistrement sera disponible et en espérant que ça a répondu déjà à quelques questions. Merci. Merci à tous.